Je suis, comme Bérangère vient de le dire, journaliste, autrice et conférencière. J'ai écrit 6 ouvrages, coécrits avec Pierre Rabhi, qui est décédé il y a 1 an et demi. Moi, je fais le cœur de l'enquête et Pierre Rabhi faisait le début et la fin des ouvrages. Nous avons coécrit 6 ouvrages, un sur la faim dans le monde, est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie, un ouvrage sur les semences OGM et nouveaux OGM, un autre ouvrage sur les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, tout un programme, un ouvrage sur l'eau qui est particulièrement d'actualité, notamment dans cette région, un ouvrage sur la croissance et décroissance, et donc le dernier ouvrage s'appelle L'humain au risque de l'intelligence artificielle, où je traite aussi de la pollution du numérique. L'intérêt de ces investigations, c'est que je les réalise pendant 1 an et j'interroge entre 60 et 80 personnes, c'est-à-dire j'essaye d'avoir une vision un peu globale de la société civile. Il y a beaucoup de chercheurs, environ la moitié, un peu moins de la moitié, mais aussi des entrepreneurs, des associations. J'essaye d'avoir un éventail un peu large. On oublie parfois que le mot média vient de médiateur, donc c'est aussi le rôle du journaliste d'avoir ce rôle-là. Donc à travers ces enquêtes, c'est ce que j'essaye de faire, d'essayer d'avoir une vision globale de la société civile. Pour cette enquête, et donc comme l'expliquait Bérangère, je fais ces enquêtes sous forme de livres, mais aussi sous forme de podcasts, sous forme de après je les raconte aussi sous forme de conférences, sous forme d'articles, sous différentes formes. Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire des investigations longues et approfondies. Donc c'est ça qui est très intéressant et pas toujours le cas dans le métier de journaliste. Pour cette enquête-ci, j'ai enquêté pendant plus d'1 an. Par contre, c'est vrai que j'aime bien commencer la conférence par ça, parce qu'il y a une particularité pour cette enquête, comme pour la finance. Ce sont 2 enquêtes où je n'ai pas réussi à avoir l'ensemble de la société civile. Je ne vais pas vous surprendre, parce que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont quand même les géants du numérique, n'ont pas accepté de se prêter au jeu, de répondre aux questions. Ils ont bien voulu le faire par téléphone ou en répondant à mes questions par écrit. Mais moi, le principe de mes enquêtes, c'est que normalement, j'interroge les personnes pendant 2 à 3 heures, on échange. Et c'est vrai qu'il y a toutes mes autres enquêtes, j'ai réussi à interroger tout le monde pour mes autres ouvrages. Monsanto pour le géant de l'agroalimentaire, Veolia et Suez pour l'eau. Voilà, j'ai réussi à avoir toute la palette. Les deux seuls ouvrages où je n'ai pas tout le monde, c'est l'ouvrage sur la finance où j'ai pas eu les grandes banques. J'ai eu la Nef, le Crédit Coopératif, les banques plus de l'économie sociale et solidaire. Et donc cette enquête sur les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft et Amazon, qui se sont pas prêtés au jeu voilà, c'est révélateur du rapport à la démocratie de ces multinationales. Donc je trouve ça intéressant de vous le préciser avant de commencer la conférence. La conférence va traiter d'une partie de ma dernière enquête, de mon dernier ouvrage, qui est donc la pollution du numérique. C'est vrai qu'on a un peu l'impression parfois que le numérique est immatériel, alors que derrière nos téléphones et nos écrans, il y a énormément de consommation d'énergie, mais pas que. C'est justement tout l'objet de cette conférence. Alors, j'aime bien commencer par ce chiffre qui est assez révélateur. Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois l'empreinte écologique de la France. Et un autre chiffre qui est aussi révélateur, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc ça, c'est 2 chiffres clés qui prennent en compte la pollution du numérique, mais dans le monde. Là, on ne parle pas seulement de la France, on parle dans le monde. Donc ça, c'est 2 chiffres importants. Alors, au début de cette conférence, dans la partie état des lieux, je vais vous donner pas mal de chiffres. Alors, je vais essayer de ne pas vous inonder de chiffres, mais ça va vous permettre de comprendre quand même les ordres de grandeur de la pollution du numérique. Il faut savoir que toutes les études concordent un peu sur les mêmes données. Des fois, il y a des différences, mais elles ne sont pas majeures. Notamment en France, on a plutôt des bons chercheurs et des bonnes études sur toute la partie pollution du numérique. Donc, on est assez bon là-dessus. Et donc,
il n'y a pas vraiment débat là sur les différents chiffres que je vais vous donner. Donc celui-ci vient par exemple de greenIT.fr, qui est une association française qui a été créée par Frédéric Bordage, qui est vraiment très pointu sur tous ces sujets-là. Il va y avoir aussi beaucoup de chiffres qui viennent de l'ADEME, hein, de l'Agence de la transition écologique. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Ce qui est important dans le numérique et ce qui est important à comprendre, c'est que la pollution du numérique, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. On va en reparler tout au long de la conférence. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont dues, ça je pense que vous le savez, à la consommation d'énergie que nous consommons pour le numérique, pour la fabrication des équipements et pour faire fonctionner tous les data centers. Après, il y a aussi dans le numérique, il n'y a pas que des émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi énormément de consommation de métaux et de consommation d'eau. Là, je vais vous donner un chiffre qui concerne que la France, mais en France, le numérique consomme la quantité d'eau, c'est l'équivalent de 5 fois la consommation des Parisiens. Ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et de la même façon, le numérique aussi en France, pour extraire tous les métaux que nous avons besoin pour nos équipements, ça équivaut à 4 milliards de tonnes de terre qui sont extraits par an. Alors bien sûr, ce n'est pas fait en France, parce que les équipements ne sont pas fabriqués en France, mais ça équivaut à ça. C'est des chiffres qui font un peu peur, mais c'est pour quand même se rendre compte de tout ce dont la matérialité qu'on a besoin pour le numérique. Et l'autre point en plus, c'est que le numérique ne cesse d'augmenter. On sait que, alors c'est selon les études, cela varie, mais on sait que l'empreinte du numérique devrait plus que tripler d'ici 2050. Donc c'est considérable. Si on continue avec la même accélération, bien sûr, on peut faire d'autres choix politiques et sociétaux et changer cette trajectoire. Mais si on reste dans la même trajectoire, toutes les données on parte vers plus que tripler. Tripler, ça serait même l'estimation basse de la pollution du numérique. Alors, pour commencer cette première partie de la conférence, c'est vrai que souvent, on pense que c'est les centres de données, les fameux data centers, qui sont la source la plus importante de la pollution dans le numérique. Eh bien non, ce sont la fabrication des équipements qui sont largement la première cause de pollution dans le numérique. La fabrication des équipements, elle est responsable, comme vous le voyez ici, de plus de 70% de la pollution du numérique, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de métaux ou d'eau. Donc, en fait, on a beaucoup trop d'équipements et on les change trop souvent. Alors, quand je parle d'équipements, je parle pas seulement des téléphones, bien sûr les téléphones, mais aussi les téléviseurs, les ordinateurs portables, les tablettes. En fait, on multiplie les équipements numériques et on les change trop souvent. 88% des téléphones portables remplacés en France fonctionnent encore. On change un téléphone alors qu'il fonctionne encore. On les garde en moyenne, un smartphone, moins de 2 ans et un ordinateur, moins de 3 ans environ. Et la durée de vie des ordinateurs a été divisée par 3 en 30 ans, donc c'est peut-être même un peu plus parce que ce chiffre-là date un peu. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on ne garde pas assez longtemps nos équipements et on les multiplie beaucoup trop. Alors, je vous donne encore quelques chiffres pour le début, encore un peu. Après, je ne vais pas non plus vous inonder de chiffres, mais je trouve que ce chiffre, il est aussi révélateur. En France, il y a 800 millions d'équipements, donc c'est professionnel et amateur, mais ça va de la console de jeu au téléphone, hein, c'est très large. On n'y pense pas, mais la télévision est aussi une source de pollution importante, hein. Il n'y a pas que les téléphones. Par contre, il y a une étude plutôt intéressante et révélatrice qui montre que si on achète par exemple un smartphone d'occasion reconditionné, ça double la durée de vie d'un produit. Ça veut dire que on va le garder autant de temps qu'un produit neuf. Alors en ce moment, c'est intéressant parce que justement, avec l'Agence de la transition écologique, ils sont en train de réfléchir à la construction d'un label pour que le consommateur soit sûr du téléphone qu'il achète. Parce que parfois, on peut avoir une réticence d'acheter un téléphone d'occasion ou reconditionné en ayant peur qu'il ne fonctionne pas. Donc ça, c'est en cours d'élaboration parce que c'est une piste intéressante, importante, pour réduire la pollution du numérique.
Après, je vous les ai précisés tout à l'heure, ce qu'il est très important dans le numérique, c'est ne pas compter que en émissions de gaz à effet de serre. Et c'est souvent un peu, en ce moment, on centre beaucoup sur le changement climatique, qui est une vraie problématique, hein, bien sûr. Mais dans le numérique, il y a aussi énormément, et je vous en ai parlé, de consommation de métaux et de matériaux, de matières premières globalement. Et ce chiffre, je le trouve très révélateur. Pour produire un ordinateur de 2 kilos, il faut 600 kilos de matières premières. Et dans un smartphone, par exemple, il y a une cinquantaine de métaux, et c'est 2 fois plus que nos téléphones anciens, d'ancienne génération, de vraiment ancienne génération, hein, ceux qui n'étaient même pas des smartphones. Donc là, il y en avait 2 fois moins. Donc nos appareils se sont complexifiés et on a mis plus de métaux à l'intérieur. Et le problème, c'est que tous ces métaux, alors là, toutes les études concordent, risquent de manquer dans ces prochaines années. Alors, les métaux sont très utilisés dans le numérique, mais pas seulement. Ils sont aussi beaucoup utilisés dans les énergies renouvelables. C'est pour ça, alors on pourrait faire une conférence que sur ce sujet. C'est pour ça que souvent on dit bien sûr que c'est bien de passer aux énergies renouvelables, mais il faut aussi faire une part de sobriété, de moins consommer, parce que si on met des énergies renouvelables partout et du numérique comme on le fait aujourd'hui, on va avoir un problème d'approvisionnement de métaux. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, il faut savoir que dans le monde, on ne sait pas exactement combien il y a de réserves de métaux. On sait juste qu'il va falloir aller chercher de plus en plus profond dans la Terre pour accéder à tous ces métaux. Et bien sûr, si on va chercher plus profond, on va devoir avoir plus d'énergie. Et donc, on va émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre. On va émettre plus de gaz à effet de serre, pardon. Donc ça, c'est un point important. Il y a quand même quelques chercheurs qui ont donné des estimations par rapport à l'avenir concernant les métaux. Et donc, par exemple, il y a un chercheur très intéressant qui s'appelle Olivier Vidal, qui est chercheur au CNRS, qui montre que le pic d'extraction du cuivre pourrait être atteint en 2060. Alors, ça peut paraître loin, mais au final, c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. De même, on sait que, par exemple, que l'indium, qui est très utilisé dans le numérique, il pourrait avoir des risques d'approvisionnement en 2030, 2035, et donc ça pourrait poser problème. Alors, on pourrait se dire, mais alors, si il manque des métaux, on n'a qu'à recycler les métaux qui sont actuellement dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Alors, le problème, c'est qu'il y a seulement 3% des matériaux d'un smartphone qui sont actuellement recyclés. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Tout simplement parce que dans les téléphones, c'est petit, c'est très miniaturisé, il y a beaucoup d'alliages et donc c'est difficile à recycler. Et la deuxième raison, c'est que ça coûte cher. Même quand on peut le faire, ça coûte très cher de recycler. Donc, ce n'est pas toujours fait. Il y a deux raisons. Pour certains métaux, c'est possible de le faire, mais ça va coûter trop cher. Et pour d'autres, comme c'est miniaturisé et qu'il y a des alliages, c'est difficile de récupérer les métaux. Donc, le meilleur recycleur européen, il se situe en Belgique et il y a 17 métaux sur 60 qui peuvent être recyclés. Donc voilà, aujourd'hui, alors bien sûr, c'est intéressant de pouvoir faire encore des progrès. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas recycler. C'est juste de dire que c'est un peu comme dans la société globale, ça ne va pas être la solution à tous nos maux. Pourquoi pas plus recycler, mais ça change, on ne pourra pas faire que le recyclage. Pour vous donner encore quelques chiffres, dans le monde, il y a seulement 17% des déchets électroniques qui sont collectés et recyclés. Et en Europe, cette part, elle atteint 42,5%. Mais après, ça ne veut pas dire que tout est recyclé dans les produits qu'on va recycler. Après, on retombe sur le chiffre de 3% des métaux, notamment, qui sont recyclés dans un smartphone. Donc ça, c'est toute la première partie qui est pour moi essentielle sur le numérique. On en reparlera tout à l'heure sur les solutions, sur la fabrication des équipements, qui est vraiment la première source de pollution dans le numérique. Et c'est une pollution qui est importée, qui n'est pas faite en France, mais dont on est en grande partie responsable, hein, parce que bien sûr, les Européens ont beaucoup plus d'ordinateurs que, par exemple, les Africains. C'est autour de 80% pour nous et un peu plus de 10% en Afrique qui possèdent un ordinateur chez eux. Donc c'est vrai, et pourtant, ils reçoivent énormément nos déchets électroniques et informatiques. Donc c'est pour se rendre compte un peu des ordres de grandeur. La deuxième source
de pollution qui est importante dans le numérique, c'est celle dont on parle, on pense toujours en premier, c'est quand même le stockage des données dans les fameux data centers, les centres de données. Donc il y en a quand même de plus en plus en France, des data centers. Il me semble, j'avais regardé les chiffres, il y en a autour de 260 en France. Il y a beaucoup de projets en ce moment de data centers qui sont en cours et qui sont créés. Alors ça, c'est vrai que c'est un point intéressant. Parce que dans l'enquête, j'ai eu un peu de mal à savoir si oui ou non ces fameux data centers avaient fait vraiment des progrès. Parce qu'on voit souvent les fameuses multinationales dont je vous parlais tout à l'heure, les GAFAM, dire voilà, nous sommes neutres en énergie, on consomme beaucoup moins d'énergie qu'avant. Après, c'est toujours pareil dans ces sujets, il y a une grosse part de greenwashing, donc on se pose toujours la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai que la consommation d'énergie de ces data centers a diminué. En enquêtant, en interrogeant pas mal de chercheurs, en recoupant les informations, on peut dire que c'est vrai. Certains data centers ont fait des progrès. Après, on va dérouler. Mais certains data centers ont fait des progrès. Ils consomment moins d'énergie. Les meilleurs data centers aux États-Unis perdent 10% de leur énergie dans la climatisation. Parce que ce qui consomme énormément d'énergie, c'est pour refroidir les data centers, tous ces ordinateurs, ces serveurs qui stockent toutes nos données. Donc c'est vrai que les meilleurs data centers perdent 10% de leur énergie dans la climatisation. En France, en moyenne, les data centers perdent encore 80% de leur énergie dans la climatisation. Ça, c'est les ordres de grandeur. C'est vrai aussi qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de data centers qui sont alimentés par des énergies renouvelables, notamment les éoliennes et les panneaux solaires. Après, on revient à la problématique de tout à l'heure. Est-ce qu'on va pouvoir en mettre partout? Mais voilà, au moins, c'est déjà bien qu'il y en a de plus qui soient alimentés par ça. Ça, c'est le point plutôt positif. Après, les points qui sont plus critiquables, c'est que souvent, mais ça, je pense que si vous êtes ici, c'est peut-être que vous connaissez un peu le sujet. Quand on parle quand on est neutre en carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émet pas de gaz à effet de serre. Ça, je pense que vous le savez. Ça veut dire qu'on compense. Ça veut dire que l'entreprise va émettre des gaz à effet de serre, mais qu'elle va faire un système de compensation en plantant des arbres à l'autre bout de la planète. Et ça, je pourrais faire une conférence entière là-dessus. C'est quand même assez décrié par une partie des associations environnementales et les chercheurs en disant que c'est très difficile de compenser des dégâts de la nature. Mais c'est vrai que quand c'est marqué, il faut faire attention, c'est pas la même chose de ne pas émettre des gaz à effet de serre et d'être neutre en carbone, c'est deux choses différentes. Après, l'autre point qui est vraiment essentiel aussi dans le numérique, c'est le fameux effet rebond. Je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler de ce fameux effet rebond qui est très présent dans le numérique. C'est-à-dire que si on va gagner en efficacité, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a des data centers qui sont plus efficients en énergie, ça veut dire qu'ils consomment moins d'énergie. Mais comme nous, on augmente tellement notre consommation numérique, ça va annuler ces gains d'efficacité, parce qu'on consomme de plus en plus de numérique. Et ça, souvent, c'est mal évalué et c'est très présent dans tous les aspects du numérique, ce fameux effet rebond. Pour vous donner un autre exemple un peu plus concret, par exemple, quand on fait une recherche sur Internet, on voit qu'au cours des années, on gagne beaucoup plus de temps, ça va beaucoup plus vite, le débit, mais ce n'est pas pour ça qu'on en fait moins, au contraire, on va en faire plus. Et ça, ce point-là, dans le numérique est important, on en reparlera tout à l'heure avec la 5G. C'est un point essentiel. Alors, on en parle beaucoup ces derniers temps de ce point-là, c'est la fameuse intelligence artificielle. D'ailleurs, je ne vais pas être trop longue dessus parce que c'est pareil, c'est l'objet d'une grande partie de mon ouvrage. On pourrait faire une conférence entière dessus. Si vous avez des questions à la fin, je peux tout à fait y répondre. Et comme c'est un sujet où il y a eu plein de tribunes ces derniers jours dessus, donc c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi de traiter, ça on en parle moins, de la pollution liée à l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas du tout la première source de pollution dans le numérique aujourd'hui, mais ça ne cesse d'augmenter parce qu'on utilise de plus en plus d'algorithmes qui sont entraînés sur les données. C'est les fameux algorithmes dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et c'est l'entraînement de ces modèles sur les données qui va consommer beaucoup d'énergie.
Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis sur la consommation d'énergie de ces fameuses intelligences artificielles. Il y a une étude intéressante. Alors ça, c'est un groupe très intéressant qui s'appelle Eco-Info, qui est lié au CNRS et qui a fait beaucoup d'études sur la consommation, la pollution du numérique et notamment de l'intelligence artificielle. Et l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle le plus couramment utilisé émet donc l'équivalent en CO2 d'un aller Paris-Hong Kong. Et ça, c'est pas du tout pour ChatGPT, le fameux logiciel dont on parle aujourd'hui, qui lui ingurgite en données par exemple l'équivalent de l'ensemble d'Internet. Donc lui, il consomme beaucoup plus d'électricité et ça émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Alors j'ai essayé de réactualiser les chiffres. Je vous avoue que je vais vous les donner, mais je ne suis pas sûre que ce soit très juste parce que c'est très difficile d'évaluer. Et OpenIA, donc, qui a créé ChatGPT, ne communique bien sûr pas trop sur ce sujet. Et donc, je vais quand même vous donner, il y a une étude de l'Université de Californie, mais c'est une estimation. Lui, donc, vous allez voir la différence. Il pense que ça équivaut en émissions de CO2 à 205 vols aller-retour entre Paris et New York. Donc c'est beaucoup plus que ce chiffre-là. Ça dépend vraiment des algorithmes. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Ça montre que ces algorithmes d'intelligence artificielle, ils sont de plus en plus puissants quand ils consomment de plus en plus de données. Et comme c'est, comme on dit, une intelligence artificielle générative, elle se nourrit continuellement des données et donc ça consomme énormément d'énergie. Et en ce moment, la demande de calcul pour l'intelligence artificielle, elle double tous les 3-4 mois. Et les chercheurs que j'ai interrogés, qui sont pourtant souvent très férus d'intelligence artificielle, tous ceux que j'ai interrogés, sonnent aussi l'alerte parce qu'ils disent qu'on en utilise trop, même dans la recherche, parfois, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc c'est intéressant. Cet aspect-là, on en parle moins. On parle du danger pour l'humain, ce qui est une grande partie de mon ouvrage et traite aussi de cela. Mais il y a aussi un danger pour la planète, même si, par contre, il faut quand même être honnête. Aujourd'hui, ce qui occupe le plus la bande passante d'Internet et ce qui occupe le plus les data centers, c'est les vidéos que nous regardons. C'est 60% de la bande passante d'Internet dans le monde. Donc ce n'est pas encore l'intelligence artificielle qui sature nos data centers, mais ça pourrait le devenir à l'avenir. Alors certains pourraient me dire que je suis très critique envers l'informatique, le numérique et l'intelligence artificielle. C'est vrai que des outils numériques et même des outils d'intelligence artificielle peuvent parfois être intéressants pour des usages précis. Par exemple, si on veut calculer quand il y a un pic de consommation d'énergie et réussir à essayer de ne pas avoir de problème à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt. Mais il faut faire attention parfois quand on utilise des outils numériques ou des outils d'intelligence artificielle, on va devoir mettre des capteurs. Par exemple, dans des usines, on va dire cette usine, elle est efficiente en énergie, mais on a mis plein de capteurs partout pour réussir à ce qu'elle soit efficiente en énergie. Mais la plupart du temps, on ne prend pas en compte la fabrication des capteurs. Et comme c'est la première source de pollution, ça annule les gains effectués. Ça, c'est très important. Et je vous avoue que régulièrement, j'entends, des fois, c'est quand même une partie de communication de grosses entreprises là-dessus, et personne ne rétorque le fait qu'il faut prendre en compte la fabrication des capteurs, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que moi, plusieurs chercheurs et plusieurs personnes que j'en ai interrogées, mais vraiment beaucoup, sont même un peu, on va dire, alors pour certains c'est une utopie et pour d'autres c'est l'inverse, mais certains pensent que ces villes intelligentes avec des capteurs partout, ces voitures plus ou moins autonomes avec plein de capteurs, ce n'est même pas envisageable parce que justement, dans 30, 40 ans, on aurait des pénuries de métaux, on va avoir des problèmes et que c'est une utopie pour certains en tout cas et d'autres non, mais qui n'est pas réaliste, mais qui peut faire quand même déjà du mal aujourd'hui parce qu'on est quand même dans cette tendance et on va vers cette utopie, en tout cas pour certains et l'inverse pour d'autres. Donc c'est un point intéressant et c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois lors de mes investigations. J'ai par exemple interrogé Luc Julia, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un un chercheur très connu en France qui a créé
l'assistant vocal d'Apple. Donc on a beaucoup de chercheurs de bon niveau hein, sur ces sujets. Alors certains sont restés en France et des mathématiciens et travaillent pour le public, et d'autres sont. On a Yann Lequin, hein, qui est le directeur de la recherche de Facebook, qui est un très grand, qui connaît très très bien tous ces sujets-là, qui est même reconnu comme un des plus importants. Et donc Luc Julia aussi. Et c'est vrai que c'est des chercheurs très intéressants, qui lui d'ailleurs il est intéressant sur l'intelligence artificielle parce qu'il dit que justement, il n'y a rien d'intelligent dans l'intelligence artificielle. On pourra en reparler si vous le souhaitez pendant les questions. Mais ce qui est aussi intéressant, et là c'est un peu plus critique, c'est que lui, il m'expliquait qu'il avait 200 objets connectés chez lui pour éteindre les lumières, allumer les lumières, etc. Et il y a une autre chercheuse, moi, dans mon enquête, qui me disait, mais c'est pas croyable si on ne prend pas, ce que je vous disais tout à l'heure, si on ne prend pas en compte l'empreinte écologique de la fabrication de tous ces capteurs, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est un petit peu, alors on en reparlera un peu plus à la fin et peut-être dans les questions, ce concept de la technologie va nous sauver, et cet concept un peu, moi, et que d'autres appellent la fuite en avant technologique, qui, pour certains, reste la solution à tous nos maux, et notamment à nos maux écologiques. Alors après, je voulais vous aborder ce débat-là qui est maintenant un peu plus ancien. Quand j'ai écrit le livre, il est sorti au courant 2021, c'était un peu plus récent, mais je le trouve révélateur. C'est le débat autour de la 5G. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'a pas duré très longtemps en France, mais il a quand même existé, contrairement à d'autres pays où il n'y en a même pas eu de débat là-dessus, avec certaines associations et certains spécialistes de l'environnement qui alertaient sur le fait que ce n'était pas forcément utile de passer à la 5G, parce que ça va demander pas mal d'équipements, donc déjà pour recevoir la 5G dans les villes, et aussi, si on se passe à la 5G, ça veut dire qu'on va devoir changer nos téléphones. Et donc, comme c'est une source de pollution très importante, le fait de changer ses téléphones, c'était un point critique. Et l'autre point aussi, c'est que la 5G, c'est un peu une technologie pivot pour avoir plein d'objets connectés. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été poussé par une partie des entreprises. Après, moi, les différentes personnes que j'ai interrogées me disaient bien que ça aurait pu être utile dans certains secteurs de l'industrie, pourquoi pas, mais réserver la 5G qu'à certains usages. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, que la 5G, ce n'est pas fait pour que des personnes qui sont dans des zones blanches puissent avoir accès à Internet. C'est vraiment pour, plutôt les endroits denses, pour qu'on ait plus accès à des vidéos de meilleure qualité. Alors certains ironisaient en disant que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt d'avoir des vidéos de meilleure qualité sur des tout petits écrans, et qu'il aurait été plus intéressant de ne pas passer à la 5G. Et qu'il y a un peu ce côté-là, souvent avec la technologie, comme si on n'avait pas le choix, il faut absolument passer à la nouveauté. Et alors, pour vous donner une estimation intéressante, ah oui, la 5G entraînerait la fabrication de 16,7 milliards d'objets connectés entre 2018 et 2024. Et là, ça ne parle pas du tout des smartphones, hein, on ne parle que des objets connectés. Ce que je vous disais, c'est vraiment une technologie pivot pour les augmenter. Et ce que craignent beaucoup certaines personnes, c'est que du coup, ça va être une source très importante de pollution et augmenter la pollution dans le numérique. Alors, c'est vrai que je me rends compte que je l'ai passé, ce chiffre-là, mais je vais quand même vous le donner, parce qu'en plus, là, c'est quand même un côté un peu plus positif du numérique. Donc, quand même, vous voyez, je passe l'infographie. Donc, c'est d'ailleurs une infographie d'Eco-Info, l'institut dont je vous parlais tout à l'heure, qui a montré, bien sûr, il ne faut pas négliger cela, que ça coûte, bien sûr, ça émet beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre de faire un Paris-Berlin que de faire une visioconférence. Hein. C'est 300, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai oublié le chiffre, ça m'arrive quand même, parce qu'il y en a quand même pas mal dans nos données, dans mes données. Oui, c'est ça, c'est 300 fois plus polluant de faire un Paris-Berlin que de faire une visio. Après, ce qui est difficile d'évaluer avec tout ce qui est visioconférence à la place des déplacements, là c'est très clair parce que ça serait juste un déplacement et donc une visio. Là, on parle que en émissions de gaz à effet de serre, on ne prend pas en compte les autres facteurs. Bon, après, on ne prend pas en compte aussi le fait de rencontrer des gens directement. Ce n'est pas du tout la même chose que la visioconférence, mais ça, je vous laisse juge. Et l'autre point,
c'est que, par exemple, pour le télétravail, c'est pas si simple. Il y a eu plusieurs instituts qui ont essayé de calculer si c'était plus intéressant écologiquement de faire du télétravail. Alors c'est pareil, là je parle pas des aspects humains, hein, qui sont bien sûr essentiels. Si c'était écologiquement plus intéressant d'encourager le télétravail plutôt que de faire de se déplacer pour se rendre à son travail. Il y a des études en Angleterre, pardon, qui ont été faites et qui montrent que c'est pas si simple parce que parfois, si on fait plus de télétravail, on va acheter une maison un peu plus loin, peut-être acheter une voiture, plus partir. Donc, c'était pas si clair si les effets étaient si positifs. En ce moment, donc l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, est en train de faire des études dessus, mais elles ne sont pas encore sorties. En tout cas, j'ai regardé encore hier, elles n'étaient toujours pas sorties. Pourtant, c'est quand même un point intéressant à creuser pour voir si c'est intéressant ou pas. Alors bien sûr, je vois que le temps passe, vous donner quelques solutions, comment essayer de réduire notre empreinte numérique. Alors je vais vous donner quelques solutions individuelles, mais aussi quelques solutions collectives, et après ouvrir le débat sur aussi peut-être, c'est pour ça qu'on a appelé la conférence pour un numérique moins envahissant, parce qu'il y a la question de faire un numérique plus sobre, et peut-être parfois, ça serait intéressant de se poser la question de si c'est intéressant ou pas de numériser tel ou tel service, d'un point de vue pour la planète et d'un point de vue humain. En tout cas, dans les solutions individuelles, vous avez compris que s'il y a un geste à faire pour réduire votre empreinte numérique, ça, je pense que si vous pourrez retenir que ce point-là de la conférence, c'est le plus important, c'est de garder vos équipements le plus longtemps possible et de les changer le moins souvent. Si vous faites ça, franchement, après, je vais vous donner d'autres conseils, mais comme c'est 70% de la pollution du numérique, et déjà, le numérique, c'est pas simple de s'y retrouver avec nos codes, se connecter, etc. Si je vais vous donner d'autres conseils, mais il me semble que celui-ci, il est vraiment essentiel de privilégier. Alors, je sais que parfois, ça peut coûter plus cher de réparer plutôt que d'acheter du neuf. C'est d'ailleurs le problème encore, et il y a un fonds de réparation qui a été mis en place pour essayer d'encourager les réparations. Mais justement, là, il y a une association halte à l'obsolescence programmée qui encourage et qui dit que ce fonds de réparation n'est pas suffisant. Mais c'est en tout cas, il y a des initiatives dans la société civile pour essayer d'encourager cela. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le premier conseil à retenir au niveau individuel. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on fait un peu tous, mais il faut essayer de ne pas avoir plein de tablettes, téléphones, ordinateurs, et essayer de les réparer plutôt que de les changer. Après, il y a plusieurs autres conseils qui peuvent être intéressants. On sait par exemple que la connexion par la fibre ou la DSL, elle est 20 fois moins énergivore que de passer par la 4G. Donc là, c'était une comparaison avec la 4G. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de vous connecter avec le Wi-Fi avec votre téléphone, à tel point que certains préconisent même d'arrêter les forfaits illimités parce que ça nous encourage à rester sur la 4G alors que c'est beaucoup moins énergivore de basculer sur la Wi-Fi. Ça, c'est par exemple un conseil. Dans les autres conseils, alors c'est pareil, ça va absolument à l'encontre de tout ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est d'essayer de télécharger au maximum sur vos téléphones et de ne pas tout laisser sur le cloud parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on stocke. Et on stocke. Et on stocke, ça veut dire qu'on va créer un autre data center, qu'on va devoir l'agrandir. Alors c'est absolument à l'opposé de tout ce qui est fait aujourd'hui, notamment même pour écouter de la musique et autres. Mais pourtant, en plus, on se rend compte plus de la matérialité de ce qu'on a quand on le met sur son ordinateur, par exemple. Après, dans les autres conseils, c'est vrai que moi, je trouve que c'est pas simple parce qu'il y en a plein des conseils à vous donner pour essayer d'avoir un numérique plus sobre. Mais je trouve que déjà, des fois, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Alors, on a beaucoup parlé des mails, alors d'envoi de courrier électronique. Ce n'est pas, comme vous l'avez compris, la première source de pollution, mais ça a quand même un impact. Envoyer un courrier électronique équivaut à la consommation d'une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, on me pose souvent la question, mais alors du coup, est-ce que c'est plus intéressant d'imprimer ou de garder sur son ordinateur? Plus on garde un document longtemps, ça peut être intéressant d'imprimer. Moins on le garde longtemps, là, par contre, on peut le laisser sur son ordinateur. Il y a une étude intéressante aussi que je trouvais bien. Par exemple, certains, moi je sais que j'aime les livres et lire sur un livre, mais certains aiment bien les liseuses.
Alors là, il faut quand même lire beaucoup pour que la liseuse, elle soit, intéressante écologiquement. Il faut pour tout ce qui est consommation de matériaux, il faut lire plus de 41 livres par an pour que la liseuse soit plus, écologiquement intéressante que les livres papier. Ça, c'est une étude de l'agence, de la transition écologique qui est intéressante. Après, dans les initiatives individuelles, il y a aussi des entrepreneurs qui mettent des choses en place intéressantes. Et j'ai interrogé par exemple Christophe Perron, qui lui a mis en place des chaudières numériques. Donc, il a créé des petits centres de données, des petits data centers, qui met par exemple en bas des parkings, dans les immeubles ou même à côté des piscines. Et ça permet de chauffer l'eau de l'immeuble ou de chauffer l'eau de la piscine. C'est assez intéressant parce que lui, en plus, il utilise des serveurs de seconde génération. Alors, c'est des tout petits data centers, hein, ça n'a rien à voir avec les énormes data centers que nous avons. Alors, il en a je me souviens plus, mais une dizaine en France, voilà, une dizaine en France. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est des secondes générations, ça fonctionne bien. Et alors, ce qu'il me disait, c'est que lui, il faisait pas du greenwashing, et il était carbo-négatif. Et c'est ça qui était intéressant. Il me disait qu'il faisait pas, voilà, il était pas neutre en carbone, mais lui, il était carbo-négatif. Et ce que je trouve intéressant dans cette initiative, c'est que moi, à travers mes ouvrages et mes investigations autour de tous ces sujets de transition écologique, je me rends compte que c'est quand même les solutions qui sont ancrées sur un territoire et à l'échelle d'un territoire qui fonctionnent. Et là, on pourrait mettre des petits data centers comme ça en bas des immeubles. Alors lui, il me dit que ce qui résiste aujourd'hui, c'est le fait que certains ont peur pour leurs données si c'est en bas d'un immeuble. Et pourtant, il me dit que nos données sont bien mieux sécurisées en bas de nos immeubles qu'aux États-Unis, où la réglementation est beaucoup moins stricte sur nos données. Donc ça, c'est par exemple un point aussi que je trouve intéressant, et c'est une solution que nous pouvons mettre en place. Après, dans les solutions comme ça, il y a pas mal de solutions. Alors bien sûr, là, il y a des cas aussi, toute la low-tech, hein, donc on va essayer de pouvoir réparer soi-même tout ce qui est technologie. J'ai des exemples aussi d'innovation frugale dans mon enquête jusqu'au Burkina Faso. Là, c'est des endroits où on n'a pas le choix, et que pour faire des ordinateurs, ils récupèrent les déchets électroniques et informatiques. Et j'ai des cas intéressants où voilà, ils arrivent justement à reconstruire des ordinateurs à partir des déchets. Et là, forcément, l'empreinte écologique est beaucoup moins importante. Donc ça, c'est intéressant. Après, comme dans tous les sujets liés à l'écologie, les solutions individuelles, même à l'échelle, on va dire, d'associations, d'entrepreneurs, sont bien, mais sont parfois pas suffisantes. Il faut aussi des solutions plus collectives, plus globales. Alors, bien sûr, là, nous sommes dans une accélération de la numérisation, un peu dans tous les pays, en tout cas dans beaucoup de pays. Mais il y a quand même des tentatives d'essayer de mettre en place des réglementations qui sont plus ou moins réussies. En France, on a mis en place des choses, hein, même si on a une accélération comme partout de la numérisation. On l'a bien vu notamment avec la période Covid. Mais on a par exemple, ça vous en avez tous, je pense, entendu parler, un indice de la durabilité et un indice de la réparabilité. Donc la durabilité va être mise en place en 2024, mais la réparabilité, il est déjà en place. Et ces indices, c'est qu'on achète des produits pour savoir si on peut les réparer ou s'ils vont durer plus ou moins longtemps. Ils sont regardés jusqu'en Australie. Donc c'est assez intéressant de voir que voilà, on est assez novateur sur ce point-là. Et c'est pareil, même si la loi a été pas mal critiquée par les associations et les chercheurs et qu'elle est totalement insuffisante, on est quand même un des premiers pays au monde à avoir voté une loi sur la sobriété numérique qui met par exemple un observatoire des impacts environnementaux. Il y a aussi le délit d'obsolescence programmée qui a été renforcé. Tout le monde sait ce que c'est l'obsolescence programmée, je pense. Sinon, on redemanderait à la fin et je pourrais vous expliquer. Il y a aussi toute une partie sur le renforcement dans le secondaire, dans les universités et aussi plus jeunes pour initier à cette pollution du numérique. Alors bien sûr, pour l'instant, il y a peu de moyens pour mettre en place cette loi, mais elle existe. Mais par contre, il y a quelques manques importants dans cette loi, notamment sur l'obsolescence logicielle. C'est-à-dire que justement, par exemple, Apple a plusieurs fois été condamné parce qu'au moment où un iPhone sort, il va mettre en place une mise à jour qui va ralentir votre téléphone pour que vous soyez obligé de changer votre téléphone. Ça, c'est
un parti interdit, mais c'est pas toujours simple de distinguer les mises à jour obligatoires des mises à jour qui vont permettre à votre téléphone de fonctionner de celles qui vont être bloquer votre téléphone. Et ça, dans la loi, il devait avoir un point là-dessus qui a été retiré, en tout cas qui ne va pas assez loin pour certains. Dans les autres points intéressants, alors je sais qu'il y a une association qui m'avait dit qu'ils avaient mis des années à le mettre en place, c'est que tout consommateur de smartphone doit maintenant pouvoir trouver des pièces détachées jusqu'à 5 ans après l'achat de son smartphone, normalement dans n'importe quel réparateur. Alors, d'après ce que j'ai un peu réactualisé mon enquête, d'après ce que j'ai compris, c'est pas le cas pour les Apple, pour les iPhones, mais normalement, c'est la loi. On doit pouvoir avoir des pièces de tout son téléphone réparables pendant 5 ans dans n'importe quel réparateur. Et justement, c'était quelqu'un des Amis de la Terre qui m'avait dit qu'ils avaient mis des années, ils sont battus pendant 10 ans pour l'obtenir et que c'était une grande avancée. Donc, il faut se rendre compte des fois que c'est pas facile forcément d'obtenir ces points-là. Donc ça, c'est des points intéressants. Peut-être pour terminer cette partie sur toutes les solutions collectives, c'est vrai qu'après se pose la question de l'intérêt ou non des fois de numériser tel ou tel service. Alors il y a aussi l'éco-conception des sites internet, mais ça va même au-delà. Par exemple, j'ai interrogé, comme je vous le disais tout à l'heure, Frédéric Bordage de greenIT.fr, qui lui m'expliquait que, par exemple, on pourrait se poser la question parfois de l'intérêt, alors ça peut être l'intérêt sociétal, mais là on est sur l'impact sur la planète, mais de l'intérêt écologique de numériser tel ou tel service. Par exemple, quand la SNCF veut vous avertir d'un problème sur votre train, c'est beaucoup moins énergivore de l'envoyer par SMS, c'est beaucoup mieux de l'envoyer par SMS plutôt que de passer par l'application ou par Internet. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est intéressant ou pas de numériser tel ou tel service ? Bon, vous allez me dire qu'on est totalement à l'opposé de cette tendance-là en ce moment. Je vous l'accorde. On est plutôt dans une accélération de la numérisation. Et c'est vrai qu'il est quand même important d'avoir des réglementations assez strictes et assez importantes parce que, alors justement, j'ai interrogé récemment deux personnes, deux ingénieurs, dont un chercheur-ingénieur qui ont travaillé dans des multinationales et qui m'expliquaient qu'il y avait vraiment des grosses pratiques de greenwashing en ce moment, notamment sur le numérique sobre. Et c'était intéressant de les interroger parce que justement, ils disaient que les chartes éthiques, ça ne suffisait pas. Il fallait aller plus loin et aller dans des réglementations. Et j'ai interrogé notamment un chercheur qui s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller travailler dans une grande multinationale du numérique. Il a fait le témoignage anonymement parce qu'il voulait continuer à travailler, même en tant que chercheur, avec des entreprises. Et lui, il avait doublé son salaire et il était parti de la recherche publique pour aller dans une multinationale en se disant qu'il allait peut-être pouvoir faire évoluer les pratiques. Et je vous lis juste une ou deux phrases de son témoignage, mais il me dit « Sans être naïf, je m'attendais tout de même à ce que cette entreprise au chiffre d'affaires considérable, donc c'est une multinationale du numérique en France, investisse de l'argent dans la recherche et le développement. Il y a une récupération de tout ce qui existe dans le domaine public pour en faire des produits commerciaux sans aucun investissement interne. » Il y a un autre exemple que je trouve intéressant, c'est que cette entreprise leur proposait des solutions cloud en leur disant « Venez sur nos data centers parce qu'ils sont moins énergivores ». En fait, c'est une entreprise qui avait des liens avec les GAFAM, donc c'était des données qui partaient aux États-Unis. Lui disait qu'il n'y avait pas du tout de sobriété énergétique et qu'en plus, on perdait de la souveraineté parce que ça partait des data centers français. Donc, bon, j'ai fait un article là, il y a quelques semaines dessus. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. J'ai interrogé une autre personne qui travaillait dans une grande multinationale là, qui est partie et qui m'expliquait, voilà, c'était intéressant. Il me dit, lors de nos rencontres extérieures avec les étudiants, avec le monde des grandes écoles, l'image de cette multinationale, donc du coup je ne donne pas le nom parce qu'il ne souhaitait pas, il était en train de justement négocier son départ, pour laquelle j'ai travaillé plusieurs années, est celle d'une société super green, très efficace dans l'éco-conception des logiciels, dans le numérique responsable, alors que nous ne sommes pas du tout à la hauteur. On n'a pas commencé,
la plus petite hypothèse de faire un service numérique avec moins d'impact sur l'environnement. Donc c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à des témoignages aussi... voilà, il y a plein d'exemples où ils m'ont expliqué qu'ils mélangeaient des choses qui n'étaient pas mélangeables entre eux pour calculer l'impact numérique. Et justement, tout ce que dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la fabrication des équipements était bien sûr pas prise en compte dans la plupart des cas. Donc ça, c'est intéressant. Après, avant de passer aux questions, moi, dans mon enquête, il y a aussi toute une partie qui peut être intéressante et qui amène à des débats un peu plus sociétaux sur est-ce qu'on n'a pas un numérique que nous avons parce que nous avons un numérique qui est financé par la publicité ciblée, donc un numérique envahissant. Peut-être qu'on pourrait, si on avait construit un autre numérique, il serait différent. Et ça, j'ai interrogé pas mal d'acteurs du numérique du libre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle du numérique du libre. Ça veut dire, par exemple, des acteurs de la société civile comme Framasoft, qui proposent des services comme Google, mais où nos données sont protégées. C'est une association. J'ai interrogé aussi, par exemple, Tristan Nitto, qui a travaillé avant pour le moteur de recherche Quant. Et lui, c'est intéressant parce qu'il m'expliquait que si on payait 2 à 3 dollars pour Facebook chaque année, on n'aurait pas eu besoin de toute cette publicité ciblée, mais que la gratuité est assez irrésistible et c'est pour ça que nous sommes mis en données et qu'en plus cette publicité ciblée, il y a plus de 325 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2019. Alors le chiffre en 2020, je crois, a un peu augmenté encore dans la publicité dans le monde. C'est considérable, c'est un chiffre et ça pousse aussi en plus à la consommation et donc à la pollution. Et donc, c'est vrai que là, je pense à cette chercheuse Françoise Berthoud qui me dit « Le numérique est tellement symptomatique du développement de notre société, c'est un emblème de notre fonctionnement qui est basé sur la production et l'accélération. » C'est vrai que c'est intéressant. Alors, après, ce que j'ai trouvé aussi, plutôt là dans le sens avec un peu d'espoir, c'est justement tout ce numérique du libre qui est au départ un monde, on va dire, très high-tech, qui aime beaucoup la technologie. En ce moment, dans la société civile française, il est en lien avec tout ce numérique du sobre et ils créent ensemble des solutions pour un numérique plus intéressant où on respecte et l'éthique et la sobriété. Par exemple, Framasoft, si on utilise des services de Framasoft, on ne va pas être mis en données pour la publicité ciblée. Et eux, ils ont une taille limite de leur serveur pour pas que ça augmente indéfiniment. Alors que c'est des mondes au départ qui n'étaient pas forcément proches. Et c'est intéressant parce que le numérique du libre, il recrée le numérique et l'informatique à chaque étape. Et donc, ils se rendent compte de la matérialité. Par exemple, il y a même en France des fournisseurs d'accès à Internet associatifs. On ne les connaît pas, mais il y en a quelques-uns. Donc, ils recréent à chaque étape le numérique et donc ils se rendent compte de la matérialité. Il y a aussi l'association April qui crée donc les logiciels libres. Ça, c'est aussi un point intéressant. Et lui, d'ailleurs, il m'expliquait que c'est le responsable de l'April qu'il trouvait qu'on jouait beaucoup dans le numérique avec l'immatérialité, comme je vous le disais au début de cette conférence, et qu'on utilise beaucoup le terme cloud, comme si c'était un nuage, comme s'il n'y avait pas de matérialité. Donc c'est intéressant, parce qu'en fait, à chaque étape du numérique et de l'informatique, il y a, comme vous avez compris, de la matérialité. Après, c'est vrai aussi, le dernier peut-être point avant de passer aux questions, c'est la question, et là je vous laisserai aussi vous-même décider si c'est l'outil en lui-même ou les usages que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat, moi j'ai terminé mes investigations là-dessus, si le problème venait de l'outil informatique en lui-même ou si c'était lié, comme je disais tout à l'heure, aux usages. Alors pour certains, c'est lié qu'aux usages, c'est parce qu'on a un numérique, comme je disais tout à l'heure, financé par la publicité et notamment la publicité ciblée. Et pour d'autres, c'est notre société qui souhaite aller vers plus de productivité, d'efficacité, qui a créé cet outil, qui produit cela. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour d'autres, c'est un peu des deux. Il y a certainement l'outil en lui-même qui encourage cela et comment on l'utilise aujourd'hui. Donc c'est vrai que ces deux points-là sont pas mal ressortis. Et peut-être pour conclure, c'est vrai que j'ai pas donné, je vous ai peut-être pas donné assez de chiffres, donc je vais terminer encore par un chiffre. Mais
c'est quand même intéressant pour se rendre compte et avoir des ordres de grandeur. C'est le fait que, alors c'est l'association Négawatt qui a mis ça en place et qui expliquait, je ne sais pas si vous les connaissez, ils font des scénarios énergétiques intéressants, respectueux pour la planète, et ils disent que d'ici 2050, il faudrait réduire nos usages numériques de moitié par rapport à aujourd'hui, si on voulait, en parlant des émissions de gaz à effet de serre, si on voulait avoir un scénario énergétique respectueux de la planète. Et ça montre ce côté que ça peut être intéressant d'avoir un numérique sobre, mais il y a aussi la question peut-être d'avoir moins de numérique. Et ce qui manque certainement dans nos sociétés aujourd'hui, c'est d'avoir des débats autour de ça. Chacun met le curseur peut-être où il le souhaite, mais il me semble que ça manque de débats sociétaux. On a bien vu aux dernières élections, ou même. Alors peut-être là en ce moment, on parle un peu plus d'intelligence artificielle, mais on parle peu de sa pollution. On parle au final assez peu de toutes ces problématiques et de cette fuite en avant technologique. On va peut-être passer aux questions. Est-ce que je suis dans les temps? Ah bah oui, complètement. On est parfait. Merci pour cette conférence très édifiante. Je voudrais d'abord partager une remarque avec l'ensemble des personnes qui sont ici et qui ont des ados à la maison et qui nous reprochent, nous et nos parents, d'avoir détruit la planète. Donc j'ai envie de leur dire, bah, toi aussi, tu es bien en train de le faire, donc voilà, je saurai quoi lui répondre. Ma question, c'est par rapport à l'intelligence artificielle et à ses émissions. Je n'ai pas compris votre étalon pour mesurer les émissions, notamment pour ChatGPT. C'est-à-dire, sur quoi c'est basé 205 allers-retours Paris-New York, par rapport à quoi? Par rapport à une requête? Par rapport à... C'est quand on entraîne l'algorithme, c'est quand il est entraîné sur les données. C'est pour ça que c'est difficile, et vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que c'est difficile de calculer la pollution pour l'intelligence artificielle, parce qu'il y a le moment où on l'utilise, et là c'est pour l'entraînement, parce que ce qui pollue le plus, c'est quand l'algorithme est entraîné. Donc l'entraînement d'un algorithme d'intelligence artificielle le plus couramment utilisé, c'est un Paris-Hong Kong, et celui que je vous ai donné... C'est pour ça que les autres chiffres, je suis un peu moins... parce que justement, c'est le paramètre qui n'est pas très clair. Je suis sûre, les 205, c'est aussi l'entraînement de l'algorithme. Mais comme il est entraîné comme on dit, c'est de l'intelligence artificielle générative, je pense que c'est difficile de savoir exactement la pollution. Mais c'est l'entraînement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'usage, c'est quand on entraîne l'algorithme d'intelligence artificielle. Mais après, il y a l'usage. Qu'il faudrait aussi calculer. On pourrait mettre utiliser les équipements qui sont nécessaires à que cette intelligence artificielle fonctionne. Par exemple, les voitures autonomes qui utilisent des programmes d'intelligence artificielle, il y a énormément de capteurs pour que ces voitures autonomes fonctionnent. Donc, il faudrait aussi prendre en compte l'empreinte écologique de tous ces capteurs. Mais je pense qu'à un moment, sur ce sujet, de vouloir toujours tout calculer à la virgule près, je ne sais pas si c'est vraiment utile. D'ailleurs, c'est un peu le problème actuel sur l'écologie. On calcule beaucoup. Là, le changement climatique, on connaît tout, on sait tous les scénarios, mais moi, je fais mes enquêtes et il n'y a rien qui change. Donc, à un moment de tout vouloir calculer à la virgule près, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que ça ne va pas... Il y a un impact écologique. Mais c'est vrai que c'est le point compliqué sur l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je suis sûre du chiffre que je vous ai donné sur l'entraînement d'un algorithme, mais c'est un algorithme qui utilise beaucoup moins de données que ChatGPT. ChatGPT, alors celui de l'Université de Californie, c'est le chiffre qu'il donne, c'est 205, donc pour l'entraînement de l'algorithme de ChatGPT. Mais j'avoue que je ne sais pas exactement le paramètre exact, et je ne suis, pour être tout à fait franche, pas tout à fait sûre de la véracité de cette donnée. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir s'il y avait des données en ce qui concerne le minage des bitcoins, ou des crypto-monnaies en général, parce qu'il y a des centres, mais il y a aussi des particuliers qui minent les bitcoins, et je voulais savoir s'il y avait des données à ce sujet. Oui, alors j'ai même une donnée et je m'en souviens plus. C'est très consommateur d'énergie et je sais que le Bitcoin, je crois que ça émet autant de gaz à effet de serre que la Hollande. C'est dans mes données. Je le recherche, que j'ai perdu le chiffre, mais il est là. Il est dans mes données. Oui, c'est très consommateur d'énergie. C'est tout ce qui est mis en place pour sécuriser en fait ces monnaies qui est consommateur. Et il me semble, je vérifie, mais je l'ai là. C'est avant. C'est ça. Ça émet autant. Ah voilà.
Le Bitcoin, qui utilise la blockchain, qui est une technologie de stockage et de transmission d'informations très sécurisée. Et donc, c'est très gourmand en énergie. Et donc, le Bitcoin a une empreinte carbone comparable à la Belgique. Pardon, c'est la Belgique. Donc, oui, c'est considérable aussi. Et là, c'est pour sécuriser. C'est tout le système de blockchain pour sécuriser qui est très consommateur d'énergie et donc qui émet énormément de CO2. Bonjour et merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était, est-ce que ça serait intéressant de pouvoir visualiser en fait, le ratio, un ratio avantage-inconvénient par rapport à la fuite en avant? Parce que là, vous avez parlé d'impact, mais d'un autre côté, si cette fuite en avant, a peut-être aussi, des avantages en termes de vie ou de facilité, enfin, d'arriver à voir un petit peu le ratio, bénéfice-risque. Oui. Oui, est-ce que je ne sais pas si ça peut se mettre en chiffres, je ne sais pas, mais ça, c'est une question qui peut se poser. Moi, j'ai l'impression que ça dépend plus de débats presque politiques et sociétaux, en tout cas. Mais c'est pas facile de savoir le bénéfice-risque, surtout qu'il y a quand même aussi. Bon, moi, là, je vous donne aussi mon avis de citoyenne après avoir enquêté très longtemps sur ce sujet. Il me semble qu'il y a aussi des risques humains à utiliser de plus en plus d'outils numériques et d'outils d'intelligence artificielle. Vous parlez tout à l'heure des adolescents, et c'est vrai qu'on sait qu'il y a cette économie de l'attention où notre attention est extraite et qu'on a du mal à arrêter de regarder les réseaux sociaux. Quand on est plus âgé, c'est déjà pas simple, mais alors quand on est plus jeune, c'est encore plus difficile. Donc c'est vrai que je ne sais pas si on pourrait faire un ratio et un algorithme là-dessus. En tout cas, c'est sûr, moi qui aime les mots, j'écris des livres, donc je suis attachée peut-être plus aux mots qu'aux chiffres, même si j'en ai donné plein pendant cette conférence. Je pense qu'en tout cas, ça mériterait d'avoir beaucoup plus de débats comme nous avons ce soir, mais plus globalement sur ces sujets. Là, on en a moins parlé, mais tous les débats aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle sont aussi très intéressants. On se concentre beaucoup sur le risque d'une intelligence artificielle qui serait totalement autonome, où on parle même de singularité les termes utilisé par les chercheurs, on utilise le terme d'intelligence artificielle forte. Moi, tous les chercheurs que j'ai interrogés en France me disent qu'on est très loin d'y arriver, même si les intelligences artificielles d'aujourd'hui ont fait énormément de progrès et que ChatGPT, c'est totalement bluffant sur certains aspects. C'est les mêmes techniques qu'auparavant. Hein. C'est surtout des ordinateurs qui sont capables d'ingurgiter énormément de données et de calculs, mais ils sont loin de faire la même chose que nous, d'avoir la même chose qu'une intelligence humaine. Après, reste à définir l'intelligence, mais en tout cas, d'avoir les mêmes capacités que nous. Ils ont des meilleures capacités de calcul et de mémoire, mais par contre, il y a d'autres choses où ils ont beaucoup plus de difficultés. Et ce que, d'ailleurs, les chercheurs n'arrivent pas à reproduire, c'est le sens commun. C'est-à-dire comment nous, au cours de notre vie, on arrive à se retrouver à travers toutes les connaissances que nous avons. Et c'est ça un peu comme un acrobate, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à reproduire dans l'intelligence, au sein de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est intéressant. Là, j'ai lu toutes les tribunes qu'il y a eu ces derniers jours. Je ne sais pas si certains ont suivi. Il y a eu plein de tribunes autour de l'intelligence artificielle en disant attention, il y a des réels dangers à l'intelligence artificielle et ça peut faire l'objet d'une conférence. Mais on nous parle souvent de dangers plus qui sont liés à notre imaginaire, qui sont liés à la science-fiction qu'on a vue dans les films, plutôt que parler des réels dangers de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et par exemple, le fait qu'on interagisse de plus en plus avec des outils numériques, avec des machines. Et ça, j'ai vraiment apprécié dans mon investigation cette partie-là, c'est de dire que, en fait, à force de nous interagir avec des machines, c'est nous qui allons devenir des machines. On va appauvrir notre langage. Et tout ce risque-là, il est déjà là. Et ça, on en parle très peu. Et je trouvais que c'était intéressant. Ça a même un impact jusque dans nos cerveaux. Il y a une étude en Angleterre qui a montré que les taxis londoniens qui utilisaient un GPS avaient un hippocampe plus atrophié que ceux qui n'utilisaient pas de GPS. Donc, ça a même un impact dans nos corps. Donc, cette numérisation et l'utilisation à outrance de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, ça a des conséquences considérables sur nous en tant qu'humains, sur la planète et sur la société, sur la démocratie. On le voit bien, ça pareil, moi en tant que journaliste, on pourrait en parler aussi longtemps. Donc, je pense ce ratio, je ne suis pas sûre qu'on peut le calculer. Mais en tout cas, ça mériterait, il me semble, des débats qui ne sont pas aujourd'hui à la hauteur.
Donc c'est qu'est-ce que l'université pourrait faire à son échelle pour encourager la sobriété numérique? Alors, je ne sais pas si vous faites déjà des choses, mais alors gardez vos équipements le plus longtemps possible. Je ne sais pas si vous le faites. Peut-être que les étudiants trouvent que c'est plus lent. C'est le problème, c'est l'obsolescence logicielle au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est un point. Après, c'est un sujet où il est très difficile d'être totalement cohérent, hein. Là, on est en visio. Moi, j'utilise aussi beaucoup d'outils informatiques, alors qu'au final, je suis quand même assez critique, hein, même très intérieurement. Je sais que je trouve que j'utilise beaucoup trop d'outils informatiques. Mais c'est vrai que dans mes autres enquêtes, j'ai beaucoup enquêté sur l'agriculture et l'alimentation. J'arrive plus à être cohérente sur ce sujet-là que sur le sujet numérique. J'utilise énormément d'outils numériques. Et dans cet ouvrage, j'ai interrogé des gens d'associations qui sont très critiques. Ils me le disent aussi, eux, à part se couper complètement d'une partie de la société, c'est très difficile aujourd'hui d'être cohérent sur ce sujet. Et quand vous dites voilà ce que fait l'université, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des courants très contradictoires parce que c'est la même chose en France. On a voté une loi sur la sobriété numérique et en même temps, on investit des millions et des milliards sur l'intelligence artificielle, sur les outils numériques. Donc la période ne manque pas de contradictions sur ces sujets. Vous nous avez indiqué l'explosion du nombre de données numériques. Et vous avez évoqué, pour y remédier, la possibilité, disons, pour faire court, de moins consommer. Bon. Alors, moi, je m'interroge sur la praticabilité de cette solution. Est-ce que vous la pensez possible dans notre monde actuel, sans contrainte du public, de la part des pouvoirs publics, par exemple? Oui, oui, je pense que elle est liée aussi au modèle économique, hein, comme dans tous les sujets quand on aborde l'écologie. C'est qu'à un moment, c'est aussi lié au modèle économique que nous avons. Peut-être qu'il faudrait de la contrainte. En même temps, moi, je me rends compte, je fais pas mal de conférences sur ce sujet en ce moment, qu'il y a des gens qui se sentent contraints aussi d'utiliser de plus en plus de numérique parce que même maintenant, pour l'administration, on est obligé de plus en plus s'en servir. En tout cas, je ne sais pas si j'ai une réponse totalement tranchée là-dessus. En tout cas, c'est sûr que les chartes éthiques, ça ne suffit pas. C'est-à-dire pour notamment le milieu d'entreprise, si on veut, par exemple, donner un label de numérique sobre, etc., il faut des choses très précises pour pouvoir limiter cette accélération. Mais aujourd'hui, c'est même pas qu'on contraint, c'est qu'on encourage cette numérisation. Donc déjà, si on arrêtait de l'encourager, ça serait déjà bien. Parce que là, je pense que c'est l'inverse. Et c'est intéressant en ce moment parce qu'il y a un autre, on en parle un petit peu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a en ce moment une réglementation au niveau européen, qui est votée sur l'intelligence artificielle, sur les programmes d'intelligence artificielle. Et pour l'instant, il n'y a que quelques programmes d'intelligence artificielle qui vont être classés à haut risque, notamment ceux qui sont liés à la santé et ceux qui sont liés à tout ce qui est aide à la conduite, donc pour les voitures dites autonomes, qui vont être des intelligences artificielles dites, donc c'est des intelligences artificielles à haut risque. Et donc, il n'y a que celles-ci on va faire comme les médicaments, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que c'est avant de les autoriser sur le marché. Et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui voulaient que ce soit beaucoup plus élargi. Ça aurait pu être intéressant. Alors, il y a des débats sur le fait de peut-être mettre une partie des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore inscrits dedans. En tout cas, il y a quelques jours, ils n'y étaient pas encore. Et ça, c'est un exemple par rapport à ce que vous disiez sur la contrainte. Moi, il me semble que ça serait intéressant de contraindre, c'est-à-dire aujourd'hui, à chaque fois, on se rend compte des méfaits de l'usage d'un programme d'intelligence artificielle après sa généralisation. Il vaudrait mieux le faire avant et se dire, bon, on regarde ce programme d'intelligence artificielle, on peut se dire, oui, ok, pourquoi, mais pour quelle utilisation? Il a tel taux d'erreur, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés aujourd'hui en masse, mais qui réalisent beaucoup d'erreurs. On voit bien que ChatGPT peut dire n'importe quoi avec une syntaxe parfaite, et c'est totalement bluffant, parce qu'on a l'impression que c'est totalement juste, alors que c'est n'importe quoi ce qui est écrit. Donc, les programmes d'intelligence artificielle sont beaucoup utilisés, mais ne fonctionnent pas forcément très bien. Et donc, ils ont des méfaits. Par exemple, la reconnaissance faciale, on mélange beaucoup avec l'authentification. L'authentification, ça marche très bien
quand on met son visage et que quelqu'un, là, ça fonctionne. Mais la reconnaissance faciale, reconnaître un visage parmi des millions sur une vidéo mal éclairée, ça fonctionne très mal. Et souvent, c'est entraîné sur en plus des visages d'hommes blancs. Et donc, ça marche encore moins bien sur les femmes, sur les personnes noires, etc. Il y a encore plus d'erreurs. Et on utilise quand même ces outils. Et donc, et on ne les évalue pas. Et c'est ça le vrai danger actuel. Et là, c'est complètement en cours. On sait que tous ces programmes d'intelligence artificielle sont entraînés sur des données qui reproduisent les discriminations et reproduisent les biais. Et ça, on ne les corrige pas du tout. Donc, tous ces points-là, pour moi, ça devrait entrer dans la réglementation. Parce que là, sinon, on est dans cette fuite en avant technologique, dans cette accélération de la numérisation, et on ne cadre pas. Et les chartes éthiques, ça ne suffit pas sur ces sujets-là. Moi, ça me paraît clair, oui. Après, sur le côté réduire la numérisation, pour moi, c'est des projets politiques. Donc, ça devrait être dans les programmes. Et après, c'est aux citoyens de décider. Si vous me demandez mon avis, moi, je pense qu'il faut réduire. Mais après, je ne vais pas décider pour l'ensemble de la société. Je voulais vous remercier pour votre conférence parce que je n'avais pas mesuré à quel point il y avait ce danger. J'ai appris des choses, que le stockage des données pouvait être... Ça, je ne le savais pas du tout. Et je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'aspect plus individuel, qu'on devenait des machines. Et je pense à quelque chose sur le plan professionnel, parce qu'avant, moi, j'ai connu la période où il n'y avait pas de mail. Bon, on rentrait chez nous, on s'arrêtait là. Alors que là, moi, je me suis surprise, bon, je suis à la retraite depuis très peu de temps, à regarder mes mails pendant les vacances, le week-end, pendant maintenant, même quand je suis à la retraite, j'ai encore mon mail professionnel. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de droit à la déconnexion, parce que vraiment, je dirais le mot de pollution au niveau humain. Parce qu'effectivement, moi, je me réveille le matin encore. Il m'arrive encore de me réveiller le matin et de regarder mes mails professionnels. Je suis depuis le mois de février à la retraite. Oui, c'est l'économie de l'attention. On extrait notre attention. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça un peu terrifiant, mais passionnant quand j'ai enquêté. En fait, ce lien entre ce qui a été fait dans la finance il y a 20 ans et ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la finance, dans les marchés financiers, on a besoin que tout soit liquide, qu'une action puisse être vendue à tout moment, même à la microseconde. Et ce concept de liquidité, c'est-à-dire que chaque action puisse être achetée à tout moment pour que l'investisseur ne prenne pas de risque, parce que certains économistes ont critiqué en disant qu'on ne voyait que le court terme, et ben, ce concept de liquidité, on l'a appliqué à l'ensemble de la société. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse acheter et vendre à tout moment un produit. Et ce que moi qui m'a un peu terrifiée, c'est que même la rencontre amoureuse doit être liquide, avec par exemple Tinder, etc., où on doit pouvoir rencontrer à tout moment une personne. Et en fait, ce qui a été appliqué sur les marchés financiers il y a 20 ans, qui nous a notamment conduit à la crise des subprimes, on l'a appliqué à l'ensemble de la société. Et ça, je trouve ça assez terrifiant, parce qu'il n'y a pas eu de débat, et pourtant, ça a été fait totalement en conscience. Par exemple, j'ai interrogé, moi, des personnes qui ont mis en place le fait que quand vous vous connectez sur Internet, votre profil, il est mis aux enchères à 120 millisecondes pour savoir quelle publicité vous allez recevoir. Et ben ça a été inspiré du trading haute fréquence. Le trading haute fréquence, c'est quand on achète et on vend des actions à la microseconde par des ordinateurs sur les marchés financiers. Et les gens que j'ai interrogés m'ont bien dit qu'ils se sont inspirés de ça pour faire ces ventes aux enchères. Et voilà, c'est vrai que tout est fait pour... c'est toute une économie de l'attention. Et je trouvais ça intéressant quand j'ai compris que ce concept de liquidité, on l'avait appliqué à l'ensemble de la société. J'avoue que c'est quand même assez terrifiant. Merci pour vos informations importantes. Moi, je vois aussi la fracture numérique que vous n'avez pas évoquée, mais qui laisse sur le côté une grande partie de la population, même les personnes plus âgées qui ont beaucoup de mal à prendre en main un matériel et pourtant qui sont sommées de le faire pour acheter un billet de train. Donc, je ne sais pas, effectivement, il y a un gros débat de société qui n'a pas lieu et qui manque. Mais tout à fait, il y a un énorme débat de société qui n'a pas lieu. Il y a la fracture numérique. On n'a pas parlé aussi que tout ce qui est numérique fait qu'on ne sait pas exactement à quoi nos données sont utilisées, même par l'État. Donc aussi, ça crée énormément de paranoïa, mais parfois
justifié, mais généralisé. Et c'est très dangereux parce qu'on ne sait jamais si c'est juste, si c'est pas juste. Donc il y a bien sûr cette fracture dont vous parlez qui est essentielle parce que ça met il y a de plus en plus de services publics et d'administration où on est obligé d'utiliser le numérique. Donc ça met toute une partie des personnes de côté. Et il y a en plus ce débat, moi que j'ai trouvé aussi intéressant sur toute le numérique, vu qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il y a derrière et comment nos données sont utilisées, il y a les gens qui connaissent très bien le numérique, ils ont toujours un petit côté paranoïaque. C'est assez intéressant et c'est justifié parfois et parfois ça ne l'est pas. Par exemple, quand j'ai fait mon enquête, moi, c'est la question qu'on n'a pas arrêté de me poser, c'est « Ah non, mais de toute façon, on écoute les conversations téléphoniques, c'est enregistré, et c'est pour ça qu'après, vous recevez la publicité là-dessus. » Alors, j'ai posé la question, 80 personnes, je crois que j'ai interrogé. Alors, même les plus paranoïaques du numérique, du libre, m'ont confirmé que ça ne pouvait pas. Les objets connectés, oui. C'est-à-dire les enceintes que vous avez chez vous, oui. Ça peut tout à fait prendre les mots. Les applications, ils peuvent prendre plein de choses sur votre téléphone. Même il faut faire très attention aux applications parce que surtout celles qui sont un peu que vous connaissez pas parce qu'ils capturent plein de choses sur votre téléphone pour nourrir les données. Mais par contre, j'ai trouvé des études aussi faites aux États-Unis qui montraient qu'ils ne prenaient pas les communications, que ça demanderait en fait beaucoup trop de batterie par rapport à votre téléphone et que de toute façon, ils avaient déjà tellement de données qu'ils récupéraient grâce au fait que vous soyez connecté, que c'est pour ça que c'est les bonnes publicités. Et peut-être vous en avez parlé, vous avez regardé quelque chose sur Internet avant et donc c'est pour ça que cette publicité apparaît. Mais c'est très dangereux pour la démocratie, cette paranoïa généralisée qui peut être justifiée, je pense. Mais qui fait aussi le fonctionnement de l'informatique, parce que quand vous utilisez un matériel, vous répondez à des questions, vous ne savez pas, en fait, vous ne connaissez pas le fond, ou vous cochez que vous avez lu les conditions d'utilisation, mais vous ne l'avez pas fait, bien sûr. Et vous ne savez même pas si vous parlez à un être humain ou à un chatbot. Alors, ça pourrait être indiqué, ça pourrait être aussi obligatoire de savoir que vous êtes en train de converser avec une intelligence artificielle et pas avec un être humain. Dans certains endroits, c'est obligatoire. Ça pourrait l'être aussi. J'ai vu que sur Snapchat, ils avaient ajouté une IA et je me demandais si ça polluait beaucoup et est-ce qu'il pourrait avoir des conséquences s'ils l'ajoutent à tous les réseaux sociaux qu'il y a? Oui. Alors, c'est marrant, on en a parlé hier. Alors moi, je n'utilise pas Snapchat, donc je ne savais pas qu'ils avaient mis ça en place. Oui, le plus on va utiliser d'intelligence artificielle, de plus ça va encombrer les serveurs. Et oui, ça pollue forcément, en fait, parce qu'on utilise des données pour nourrir cette intelligence artificielle, pour l'entraîner avant. Donc oui, ça pollue. Et plus on va en utiliser partout, plus ça va poser problème, en fait. Donc oui, ça va être... Mais... Et c'est vrai que je pense que ça va être difficile de tout calculer, de savoir exactement en quoi utiliser sur Snapchat ces outils d'intelligence artificielle polluent plus. Mais c'est juste se dire que si on met de l'intelligence artificielle partout sans forcément un but en plus, je ne sais pas si du coup sur Snapchat, si ça a un intérêt d'utiliser cette intelligence artificielle, à quoi ça sert? Mais peut-être c'est ça qu'il faut se poser comme question. Dans quel but utiliser ces outils d'intelligence artificielle? Et forcément, comme aujourd'hui, la plus grande recherche, notamment aux États-Unis, elle est financée par des acteurs qui sont financés par la publicité ciblée. Ça change quand même beaucoup le débat. Et c'est pour ça qu'en France, alors on est dans une université, donc c'est bien que je dise ça, on a de la chance, on a une recherche publique très importante et très intéressante. Et franchement, sur ces sujets, il n'y a pas beaucoup de débats. Et pourtant, moi, quand j'ai fait cette enquête, je me suis dit qu'il y allait avoir beaucoup de chercheurs en intelligence artificielle qui allaient être un peu réticents à me parler parce que j'ai fait beaucoup de livres sur l'écologie, je peux être un peu critique sur les technologies. Mais pas du tout, ils étaient tous ravis de répondre à mes questions. J'ai même été faire une conférence après le livre à Sophia Antipolis dans un institut 3IA avec des très très bons chercheurs en IA et ils étaient ravis qu'on casse les mythes autour de ces sujets-là et il n'y a pas tant de débats que ça. En France, quand on parle à des chercheurs qui sont financés par la recherche publique. Et il y a par contre beaucoup plus de débats et de choses différentes quand on parle à des chercheurs qui sont financés par les GAFAM indirectement. Donc, je pense qu'il y a vraiment des différences à faire et c'est peut-être là où parfois on pêche dans le débat public. Si on interroge... Là, moi j'ai interrogé, je pense, presque 40 chercheurs en intelligence artificielle, peut-être un peu plus. Ils sont tous d'accord sur ce que je vous ai dit là pendant cette conférence. Il n'y a pas tant de débats que ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve, sur ce sujet. Alors que quand on voit le débat parfois médiatique et les différentes tribunes, on a l'impression qu'il y a énormément
débat, notamment sur le fait qu'on va arriver à la singularité demain avec une intelligence artificielle forte. Ça l'est beaucoup moins dans le milieu de la recherche. Je me suis un peu éloignée de votre question qui était plus sur Snapchat et sur le fait qu'utiliser de l'intelligence artificielle, oui, ça va émettre plus de CO2 et ça va considérablement polluer, d'autant plus si on en met partout. Bonjour, merci. Alors, je suis arrivée un peu en retard, donc peut-être que vous avez parlé et déjà répondu à ma question, je ne sais pas. Il y avait deux choses. La première, alors ces intelligences artificielles, effectivement, il y a le problème du stockage, mais surtout, c'est l'énergie que ça consomme. Et demain, si on est obligé, s'il y a des coupures d'électricité, on vit comment ? Ah oui, vous avez tout à fait raison. J'ai fait pas mal de conférences pendant la période où on parlait des coupures. C'est quand même dingue qu'on parle de coupures d'électricité chez nous et qu'on continue à utiliser autant de numérique et notamment qu'on continue à entraîner donc, la consommation d'énergie. Donc quand on émet des gaz à effet de serre, c'est dû à la consommation d'énergie pour entraîner notamment. Donc la phase la plus polluante, c'est l'entraînement des algorithmes, mais bien sûr aussi l'usage tout simplement des programmes d'intelligence artificielle, même quand ils ont été entraînés. Alors certains, comme on dit, sont génératifs, donc vont être continuellement entraînés. Donc c'est ça qui est difficile d'évaluer, mais en tout cas, c'est sûr que ça pollue considérablement. Et oui, par exemple cet hiver, quand on a entendu, plutôt à l'automne, beaucoup parler de possibles coupures d'électricité, je trouvais ça dingue de se dire qu'on va continuer à construire des data centers partout, mais qu'en même temps, on va peut-être pas avoir d'électricité chez nous à certaines périodes, mais on va continuer à mettre des data centers partout. Notre société est parfois un peu absurde sur ces sujets. Après, ça c'est la première partie de Pierre qui est plus philosophique dans le livre. Est-ce que l'humain est intelligent alors qu'il a autant de connaissances sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'il n'agit pas beaucoup ? Voilà, sur l'intelligence, on peut disserter pendant très longtemps. J'avoue qu'à force de faire autant d'enquêtes sur l'écologie, de voir qu'on en parle autant, mais de voir que dans les faits, ça avance pas, voire ça s'aggrave, c'est parfois, on peut se poser la question de l'intelligence. Voilà, je vous laisserai juge.